m'appelle Karim, j'ai 40 ans. Je suis né à Paris en 1978 et mon enfance n'a pas été celle d'un gamin normal. Ma mère a fui les violences de mon père biologique 2 mois avant ma naissance. Mon père est d'origine algérienne et plus âgé qu'elle, et certainement qu'à ce moment-là de sa vie, il n'était pas le meilleur des conjoints. Et mon visage renvoyait à ma mère toutes les souffrances qu'elle avait vécues avec mon père. Et comme pour se laver de toute trace de cet homme dans sa vie, elle a choisi de m'appeler David. Alors, durant les 5 premières années de ma vie, j'ai vécu seul avec ma mère, et puis un jour est arrivé celui qui deviendra mon beau-père. J'étais heureux, je pensais retrouver un équilibre familial, une figure paternelle et recevoir de l'amour. Mais je me suis trompé. Car cet homme que je voyais comme un père, de l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 12 ans, m'a fait connaître la maltraitance, la violence, le racisme, la haine et la rage. Bref, un enfer. J'ai bien tenté de fuir, de fuguer, de m'évader de ce bourreau. Mais la police et les services sociaux me ramenaient toujours à la case départ, c'est-à-dire chez mes parents. Alors un jour, je me suis dit, mais bon sang, si jamais je me faisais attraper, certainement que je pourrais m'extirper de ce cauchemar. Alors j'ai décidé d'aller voler, en faisant exprès de me faire attraper, afin que la police puisse me sauver et m'éloigner enfin de mes parents. Et j'ai 12 ans quand les gendarmes m'amènent à un juge pour enfants et qui me dit « Tu es trop petit pour aller en prison, mais tu n'es pas trop grand pour aller en foyer d'éducation spécialisée. » Et c'est là qu'il a décidé de m'y placer jusqu'à ma majorité. La semaine suivante, je me retrouvais ghettoisé avec des jeunes à problème comme moi, jusqu'à ma majorité. Et c'est une claque donnée par un éducateur, car je ne répondais pas au prénom de Karim, qui m'a révélé ma véritable identité. Je ne m'appelais pas David, mais Karim. Et plus précisément, je m'appelais Karim, David, Mohamed, Mokhtari. A débuté une quête identitaire et une errance culturelle qui m'ont conduit à la délinquance. Et la délinquance, à la prison. Et j'ai 18 ans, oui, après un braquage, lorsque la justice me condamne à purger une peine de 10 ans de réclusion criminelle. Alors la prison, au fond de moi, je savais que j'irais. Je savais que c'était inscrit profondément et de manière fatale dans mon parcours. Alors en regardant le drapeau français flotter au-dessus de la porte de la prison, je me suis dit que, ici peut-être, je pourrais me réparer. Qu'ici, certainement, je pourrais réparer ce que j'avais cassé dans notre société et pourquoi pas même ici, apprendre le vivre ensemble et ce qu'était la justice de notre pays. Mais dès les premières secondes passées entre ces murs, j'ai eu cette sensation terrible d'être avalé totalement par une structure, une hyperstructure, une superstructure de béton, dans laquelle je ne savais même plus où me situer géographiquement. Les premiers mois sont les plus difficiles à vivre, car vivre enfermé 22 heures sur 24, dans une cellule de 9 mètres carrés, avec 3 ou 4 personnes, ça n'est véritablement pas évident. Et puis là-bas, la violence, le taux d'addiction ou de personnes présentant des troubles psychiatriques sont tels que le vivre ensemble non plus n'est pas évident. Alors, il m'a fallu trouver un sens à ma peine pour m'en sortir, mais on ne s'en sort jamais seul. Alors j'ai commencé à espérer du bien. Et la vie a commencé à être généreuse avec moi. J'ai fait des rencontres extraordinaires qui ont véritablement changé toute ma vie. Comme ce jour, dans cette promenade d'une prison où je discutais avec l'un des plus anciens détenus de France, un condamné à mort, qui avait été gracié en 1982 et qui depuis purgeait une double perpétuité, et il en était à sa 37e année de détention. Et il me dit, tu sais Karim, la seule question désormais que tu dois te poser ici, c'est quelle est la différence
entre cette minute dans laquelle toi et moi nous parlons maintenant et celle qui suivra. Alors j'ai fini par me convaincre que la seule différence qu'il pouvait y avoir, c'est ce que je ferai de cette minute. Alors avec cette question et surtout avec sa réponse, j'ai compris que je pouvais encore agir sur le temps et devenir maître de mon avenir. J'ai donc décidé de reprendre mes études, de m'explorer, d'essayer de me rencontrer, d'essayer de voir quelles étaient finalement les ressources dont je disposais à la fois en moi mais aussi autour de moi pour faire de cette peine un temps utile autant pour moi que pour la société. Un autre jour, dans ma cellule toujours, j'ai eu la surprise de recevoir la visite d'un aumônier catholique. Manifestement, il s'était trompé d'étage. Il souhaitait partir, je lui ai dit non, on ne fait pas son marché dans ma cellule. Alors je lui ai fait glisser le seul tabouret que je possédais et je lui ai demandé de s'asseoir. J'ai deviné un paquet de cigarettes dans son pantalon et je lui ai demandé de manière assez agressive de me donner une cigarette. Il m'a dit, monsieur, vous avez l'air de ne pas être bien. Ah, j'ai dit, oui, mon père, si c'est comme ça qu'on doit vous appeler, bien sûr que je ne vais pas bien. Et vous savez pourquoi ? Parce que je pense bien que même Dieu ne pourra pas me pardonner pour ce que j'ai fait. Et tout en me tendant cette cigarette, il m'a dit une phrase qui a changé et bouleversé mon existence. Il m'a dit, détrompez-vous, monsieur, car Dieu éprouve ceux qu'il aime. Et s'il vous a éprouvé, c'est qu'il sait qu'en vous, vous possédez les ressources nécessaires pour surmonter cette épreuve. Et c'est à cet instant que j'ai compris que j'étais un prince, habillé en mendiant depuis 20 ans. Il m'a appris à gérer ma colère, à prendre de la hauteur. Il m'a approché de la philosophie du spirituel. Oui. Cet homme m'a montré le monde autrement et surtout, il m'a aidé à y évoluer autrement. Et puis enfin, il y a cette femme qui est entrée dans ma vie. Une chance extraordinaire pour un homme comme moi, qui pouvait enfin être aimé aussi. Elle s'est posée comme un ange au travers de mes barreaux pour me proposer à la fois de l'amour et un avenir. S'en est suivie une correspondance de 4 ans qui s'est concrétisée par un mariage qui dure depuis 15 ans et 2 magnifiques enfants. Ilkay, mon épouse, Rania et Rabia, nos 2 filles, à qui je fais hommage aujourd'hui, car elles ont su faire de moi à la fois le mari, le père, mais aussi l'homme que je suis aujourd'hui. Et c'est ce regard que les autres ont posé sur moi qui fait que ma réinsertion est effective aujourd'hui. Car on ne s'en sort jamais seul. On a besoin d'aide. Il est normal de demander de l'aide et ça n'est pas grave de recevoir du soutien. Alors le sens de mon témoignage aujourd'hui devant vous, c'est de vous pousser vous-même, à être et à agir comme toutes ces personnes qui m'ont tendu la main dans mon existence. Parce que quoi ? Au fond, dans notre pays, la jeunesse va bien. Il nous reste quelques défis à mener, comme pour ces 150 000 élèves qui sortent du système scolaire chaque année, sans qualification aucune. Ou encore pour le chômage des jeunes, qui frôle les 20% et parfois même plus dans certains quartiers. Et pour ces centaines de jeunes qui n'hésitent pas à mettre leur vie et celle des autres en danger au nom d'une idéologie mortifère. Or, on a tous dans notre parcours ou dans notre vie une bonne étoile, un exemple, quelqu'un qui nous aura poussés à nous dépasser. Pour moi, ça a été ce détenu, cet aumônier et cette femme. Mais pour vous, c'est peut-être un ami, un proche, un prof, quelqu'un qui vous aura poussé à vous dépasser, à vous fixer des objectifs, à atteindre un but. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est engagez-vous, soyez inspirants, participez à préserver ce que nous avons de plus précieux dans notre société, en préservant ceux qui sont les plus précieux, c'est-à-dire les jeunes. C'est notre responsabilité, il nous semble, en tant qu'adultes, que d'accompagner ces êtres en devenir, afin de leur permettre de mieux comprendre la société et ses enjeux, à la fois, oui, pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. Moi,
J'ai été déchu de mes droits civiques lors de ma condamnation. Et ce sont ces jeunes qui m'ont montré comment en être digne et responsable. Ces jeunes, oui, professionnels de rien, mais motivés pour tout. Ces jeunes engagés dans un service civique et qui donnent de leur temps et de leur énergie au service de populations qui vivent et qui sont en proie à des difficultés à la fois sociales et humaines. D'autres jeunes que je rencontre dans des quartiers et ailleurs et qui souhaitent aller en prison pour devenir des hommes. Alors je me sers de mon parcours, de mon expérience, de ma trajectoire comme un point de preuve pour leur dire qu'il est possible de vivre et d'être autrement. Car je veux les convaincre par l'exemple que le changement est possible, à la fois dans une trajectoire, mais au fin fond d'un individu. Aujourd'hui, je suis père de famille. Et ma fille Rania, récemment, a eu à écrire une dissertation qu'elle a intitulée « Mon père, c'est espoir », où elle dit « Il est l'exemple et la preuve que même si l'on a eu un parcours qui nous pousse à l'échec, il est toujours possible de se reprendre pour réussir à se relever. » Elle est ici ce soir. Et dans ses yeux d'adolescente, dans ce qu'elle a compris de moi et de la vie, oui, je vois de magnifiques perspectives d'avenir. Alors j'ai vécu des choses, oui, dans notre société, c'est vrai, le pire et le meilleur en quelque sorte, en tous les cas, j'en suis le témoin. Et mon devoir, c'est de le partager, pour que quel que soit le parcours des jeunes, ils y voient une voie. Parce que je crois que l'action d'un jour ne détermine pas un homme pour toujours. Et parce que je crois aussi qu'à coup de cœur et de regard bienveillant, l'on percera des murs bien plus épais que ceux de nos prisons ou de nos peurs. Car c'est comme cela, il me semble, que nous créons l'espoir. Je vous remercie.